Alors au cours de l'histoire, et puis d'un peuple à l'autre, on trouve des numérations différentes, et ces numérations ont été classées en trois grands groupes. Les numérations additives, les numérations hybrides, et les numérations de position. Alors on va étudier un petit peu chacune de ces trois numérations et voir un petit peu leurs différences et surtout l'évolution en passant de l'une à l'autre. Commençons par les numérations additives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une numération additive? C'est une numération, comme son nom l'indique, dans laquelle on va additionner les valeurs des différents symboles pour trouver la valeur du nombre. Par exemple, vous connaissez peut-être la numération romaine ou la numération égyptienne, dans lesquelles certaines quantités sont représentées par un symbole, et les symboles sont assemblés pour représenter par addition des nombres. Regardez, chez les Romains, si je regarde ce nombre-là, eh bien D ça veut dire 500, C ça veut dire 100, L ça veut dire 50, X ça veut dire 10, V ça veut dire 5, et I ça veut dire 1. Du coup ce nombre, c'est 500, plus 100, donc 600, plus encore 100, 700, plus 100, ça fait 800, plus 50, 850, plus 10, 860, plus 10, 870, plus 880, plus 5, 885, plus 1 et plus 1, ce qui donne 888. Si je regarde ce nombre ici, M ça veut dire 1000, I ça veut dire 1, donc ce nombre je prends 1000 plus 1, ce qui me donne 1001. Vous avez vu qu'à chaque fois je prends la valeur de chaque symbole et j'additionne tout. D'où le nom de numération additive. Alors le problème c'est que, comme vous le voyez bien dans ces deux exemples, c'est que si je prends 1001, qui est un nombre plus grand que 888, eh bien son écriture ne s'écrit qu'avec deux symboles, alors que 888 s'écrit avec beaucoup de symboles. Donc c'est étonnant qu'un nombre plus grand s'écrive avec un nombre plus petit de symboles. D'autre part, ici, c'est vrai que pour écrire 888, on a quand même quelque chose de très lourd et de très long à écrire. Et puis un deuxième problème se pose, c'est comment écrire des grands nombres avec ce type de numération. Parce qu'à chaque fois que le nombre augmente, il faut inventer un nouveau symbole. Ici, pour 1000, j'ai dû inventer le M. Pour 500, j'ai dû inventer le D, etc. Regardez un petit peu comment fonctionnait la numération égyptienne. De la même façon, en fait, c'est seuls les symboles qui changeaient. Le 1, c'était un bâton. Le 10, c'était une forme comme ceci, qui représente une anse de panier. Le 100, une coquille d'escargot. Le 1000 est représenté par une fleur de lotus. Et le 10 000 par un doigt plié. Donc pour écrire 11 457, j'ai besoin de un symbole 10 000, un symbole 1000, 4 symboles de 400, 5 symboles de 50 et 7 symboles de 1. Quelle était la numération hybride? Eh bien par exemple, c'est la numération chinoise, entre 1300 Jésus-Christ et 1300 après Jésus-Christ, donc on est bien symétrique par rapport au changement d'ère. Regardez un petit peu cette numération chinoise, elle utilise un symbole pour le 1, un symbole pour le 2, qui est d'ailleurs composé de 2 fois le symbole du 1, un symbole pour le 3, un symbole pour le 4, pour le 5, pour le 6, jusqu'à pour le 9 et le 10, et puis un symbole pour 100, un symbole pour 1000. Et comment fonctionnait l'écriture d'un nombre? Eh bien pour écrire 8356, plutôt que d'utiliser 8 fois le symbole 1000, les Chinois se sont dit, eh bien je vais écrire le symbole du 8 et le symbole du 1000. Puis plutôt que d'écrire 3 fois le symbole du 100, ils ont utilisé le symbole du 3 puis le symbole du 100. Pour le 50, ils ont utilisé le symbole du 5 et le symbole du 10. Et puis pour le 6, ils ont écrit le symbole du 6. Alors ça permet quand même de faire beaucoup d'économies de symboles, puisque ici, pour écrire ce nombre-ci, on n'a eu besoin que de 7 symboles. Dans ce type de numération, donc il y a beaucoup de symboles différents quand même. Ce qui rend encore évident la faiblesse de ce type, de ce principe pour représenter les grands nombres. Effectivement, à chaque fois que mon nombre augmente, ici j'ai dû inventer un symbole pour 100, un symbole pour 1000, et je devrais encore inventer un symbole pour 10 000, pour 100 000, pour 1 million, etc.
Alors c'est mieux que l'énumération additive, mais on a encore des problèmes. D'où la numération de position. Alors, quelle est l'idée de la numération de position? Eh bien, les hommes se sont dit, plutôt que d'écrire le symbole 8 par exemple, puis le symbole 1000 pour écrire 8000, puis après le symbole 5, puis le symbole 100 pour écrire 500, etc. Ils se sont dit, comme je vais toujours mettre dans le même ordre, plutôt d'écrire le symbole 1000, le symbole 100, le symbole 10, je ne vais plus les écrire. Et je saurai que le symbole 8, si j'ai un symbole 8, un symbole 5, un symbole 3 et un symbole 1, je saurai que le 1 correspondra aux unités, le 3 aux dizaines, le 5 aux centaines et le 8 aux milliers. Ainsi, pour écrire 3 centaines, 7 dizaines et 4 unités, ils vont simplement écrire le symbole 4 à droite, puis à gauche le symbole 7, puis encore à gauche le symbole 3. Ainsi, quand je mets le 3, le 7 et le 4, je sais que c'est 3 centaines, 7 dizaines et 4 unités. Alors un gros problème se pose à ce moment-là pour écrire des nombres qui, aujourd'hui, s'écriraient comme ceci, c'est-à-dire 109 305. Moi je connais bien ce nombre, vous aussi, mais à l'époque, mettez-vous à leur place. Ils ont comme symbole le symbole pour le 1, pour le 2, pour le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et puis c'est tout. Du coup, ils vont mettre 5 unités, ils vont mettre un 5. Ensuite, il y a 3 centaines, ils vont mettre le 3. Ensuite, il y a 9 milliers, ils vont mettre le 9. Et puis après, il y a une centaine de milliers, ils vont mettre le 1. Ce qui fait qu'ils vont avoir la succession des 4 symboles, le 1, le 9, le 3 et le 5. Comment faire? Ils n'ont pas représenté de dizaines, ils n'ont pas représenté de dizaines de milliers. Donc, s'ils mettent le 1, le 9, le 3 et le 5 l'un à côté de l'autre, eh bien ils vont croire que le 3 ce sont des dizaines, le 9 ce sont des centaines, et que le 1 ce sont des milliers. Problème, ils ont dû inventer un nouveau symbole pour représenter l'absence de dizaines et l'absence de dizaines de milliers. Ce symbole, ils l'ont représenté par un trou, qui veut dire vide. Ce trou, ils l'ont donc fait un symbole arrondi, qui s'est transformé en le symbole qu'on connaît aujourd'hui, le 0. On comprend donc bien que le chiffre 0, c'est un chiffre qui a été inventé en tout dernier, quand on en a eu besoin. Avant, il n'en avait pas besoin. Donc pour réduire le nombre de symboles différents de la numération hybride, on décide de ne plus écrire certains symboles, ceux qui représentent la base. Ceux-ci sont sous-entendus par la position qu'a le symbole dans le nombre. Et on remarque qu'il était nécessaire d'inventer un symbole pour représenter le vide. Ce symbole est le 0. On comprend donc bien pourquoi aujourd'hui, quand on travaille sur l'écriture des nombres, on doit bien déterminer quelle est la position des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers et des centaines de milliers, parce qu'ils sont absolument nécessaires pour comprendre quelle est la quantité représentée par le nombre. Alors toutes ces informations, vous pouvez les retrouver de façon beaucoup plus détaillée dans un livre qui s'appelle L'Empire des Nombres, qui est écrit par Denis Gage, et duquel proviennent les images qui ont été utilisées dans cet exposé, ainsi que les informations qui ont été données. Ce livre est disponible au CDI, vous pouvez vous le procurer et puis le lire à votre rythme.